Tondelier, soyez la bienvenue. Je pense que vous étiez aussi très attentive aux réponses de Raphaël Glucksmann. J'ai pour tout Place écouté. Publique. Vous avez tout écouté. Alors vous avez à peu près les mêmes questions, mais je vais commencer par ma petite question politique. Bon, il y a de plus en plus je demandais à Michel Barnier comment allait les LR, parce que ça, il y a presque plus maintenant de candidats chez LR que d'adhérents. Non, je plaisante. Mais chez les Verts et à gauche aussi, il y a un nombre de candidats. Donc les primaires, c'est toujours... Vous avez vu la candidature de Jérôme Guedj ce matin pour le Parti Socialiste? Il est candidat à l'élection présidentielle. Donc comment est-ce que la gauche va... Il faut se mettre dans une salle, comme disait Raphaël Glucksmann, et mettre son ego de côté et trouver le plus petit dénominateur commun pour que la gauche porte ensemble ses idées? Déjà, vous faites bien de souligner qu'il y a de plus en plus de candidats et vous ne dites pas candidate. Oui. Ça, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a beaucoup de candidats. Oui, bon, ça c'est facile. C'est Candidate, facile. mais non, mais j'englobais les femmes. Oui, si vous voulez. Je me permets de le souligner. Deuxièmement, plus il y a de candidats et de candidates à gauche, plus ça démontre qu'il faut une primaire. Point. Je vais le dire très clairement, depuis 2012, la gauche n'a jamais été au deuxième tour de l'élection présidentielle. Alors on se dit quoi, jamais 203, et donc on continue tout comme avant, et puis ça produira le même résultat? Ou est-ce qu'on essaye de faire autrement? On sait que le Rassemblement national, Jordan Bardella ou Marine Le Pen, ou celui qui ne sera pas en prison en 2027, sera au deuxième tour. C'est quasiment acquis, il m'écoute peut-être derrière, donc voilà, il vous répondra. Et donc la question c'est, qui d'autre sera au deuxième tour? Quelqu'un de droite ou quelqu'un de gauche? Eh bien, pour savoir si ce sera quelqu'un de droite ou quelqu'un de gauche, il suffit de savoir qui sera le camp le plus rassemblé. Et moi, je me battrai pour que le camp le plus rassemblé soit le camp de la gauche et de l'écologie. Point. C'est aussi simple que ça. Et donc, je suis candidate à la primaire de la gauche et des écologistes. Et je vous dis un truc très tranquillement. Si je gagne, je serai honorée de porter les couleurs de la gauche et de l'écologie et je mettrai toutes mes forces dans la bataille. Si je perds, dans la seconde qui suit, je serai en soutien du candidat qui aura été choisi et j'aurai confiance dans ce choix. Pourquoi? Parce que c'est les électeurs de la gauche et des écologistes qui l'auront fait. Et c'est eux qui votent à la fin. Et si tout le monde disait les choses aussi simplement et aussi clairement que moi, alors nous aurions l'assurance que la gauche serait au deuxième tour de l'élection présidentielle et que nous pourrions l'emporter. Voilà. Bon. J'ai pas d'autre recette. Pierre, première question sur notre fameux sondage. Toujours le même sondage des 5000 Français interrogés sur leur territoire. Déjà, je vous remercie pour l'échantillon, parce que c'est rare des sondages sur des échantillons Absolument. aussi gros. Ouais. Et j'en vois d'autres qui sont du coup beaucoup moins fiables. Selon ces 5000 Français, ce qui doit être principalement préservé dans leur territoire est d'abord la qualité de vie et un environnement sain, puis le patrimoine culturel et historique. Quand on est écologiste, comment on aborde la question de la préservation du patrimoine culturel et historique ? Vous allez me permettre de commenter déjà le premier élément que vous donnez. Parce qu'on voit que quand on interroge des bons échantillons, 5000 personnes, il sort très très clairement que le principal enjeu pour les Français, c'est l'environnement. Et c'est pas le seul sondage qui le dit. Odoxa a sorti à l'automne un sondage qui montrait que 3 Français sur 4 trouvaient que leur maire s'occupait pas assez d'écologie. Bon, à mon avis, c'était tous ceux qui habitaient pas dans les villes écologistes. Ensuite, il y a eu un autre sondage Ipsos pour le RAC qui montrait que 93% des Français étaient inquiets pour l'avenir climatique et que 2 tiers trouvaient que l'État devait faire plus. C'était pas quoi qu'il en coûte, mais c'était même si cela a un coût. Et ils sondaient après plein de mesures dont j'ai entendu parler dans les débats précédents, sur le zéro artificialisation nette, sur les ZFE, sur les renouvelables, sur l'éco-conditionnalité des aides. Et il y avait toujours entre 75 et 90% de soutien populaire des Français. Donc non, ça ne m'étonne pas. Et je ne pense pas que cela soit à mettre en opposition avec le patrimoine culturel et historique, bien au contraire. D'accord. Alors justement, comment selon vous peut-on concilier exigence écologique, justice sociale, avec l'enjeu de désirabilité de la transition écologique? Alors déjà, peut-être commencer par vous dire que le défaut des écolos, et je m'inclus dedans, c'est qu'on se sent tellement une mission d'alerter qu'en fait, on a tendance à parler beaucoup de finitude, de l'effondrement, de la biodiversité, des limites planétaires, Une vision un peu négative, vous voulez dire? Mais pour le coup, je sais pourquoi on le fait. Quand on le fait pas, personne ne le fait à notre place. Vous êtes inquiet? Et ce que nous disons est juste. C'est vrai, et il faut le dire. Mais je pense qu'on devrait plus insister, donc je vais me permettre de le faire avec vous, sur le fait que l'écologie, c'est aussi l'infini. Parce que l'écologie, avant d'être de la politique, c'est une science, c'est l'étude des interdépendances, des écosystèmes, et en cela, l'écologie, c'est aussi l'étude de l'infini des relations, l'infini des solutions. C'est hyper riche, hyper
hyper positif, hyper joyeux, hyper puissant, hyper émancipateur. Il faut qu'on revienne à ça. Mais Marine Tondelier, comment expliquez-vous, pardonnez-moi, je vais vous répondre. Attendez, je n'ai pas posé ma question. Ouais, mais je lis dans votre question. Mais non, vous lisez rien du tout. Vous allez me dire comment expliquez-vous. Je vais prolonger la question de Pierre. Comment expliquez-vous que, d'une certaine manière, vous, chère candidate, been there, done that. Non, comment expliquez-vous que vous incarnez une forme d'écologie punitive pour les Français ? Moi ? Non, votre mouvement, je ne sais pas. On vous l'a jamais dit ? Non. C'est la première fois, je vous le dis alors. Mais ça m'étonne pas, je sais d'où ça vient. Écoutez, ceux qui punissent les Français, ce ne sont pas les écologistes. Ce sont certains au pouvoir, parce que déjà, c'est pas moi qui ai écrit ni les normes, ni les lois, ni les réglementations européennes, vous avez bien compris. Et donc ceux qui le font en disant tiens on va essayer de faire de l'écologie et qu'ils font n'importe comment sans justice sociale, c'est sûrement pas les écolos. Je vous donne un exemple, l'exemple de la voiture. Et je vous le dis tranquillement, j'ai travaillé 5 ans dans la qualité de l'air, c'était mon métier. Donc oui, le diesel ça pollue. Les écolos le disent à peu près depuis les années 70. Pendant ce temps-là, l'État, pendant des décennies, dit aux Français achetez du diesel, achetez du diesel, achetez du diesel. Ils font pas que le dire, ils mettent un signal prix très très clair. Tout le monde achète du diesel. On a subventionné l'achat du diesel. Et on dit c'est très bien, c'est mieux, écoutez pas les écolos qui retournent dans le Larzac. Bon, tout un coup, l'État se rend compte quelques décennies trop tard, comme souvent, que les écologistes avaient raison, et là ils disent stop. C'est criminel d'acheter du diesel. Tu ne peux plus prendre ta voiture. Et donc les gens disent, attendez, c'est quand même vous qui m'avez dit de l'acheter. Alors comment je fais ? Ah bon, alors on avait mis une aide, mais en fait on l'a supprimée. Puis en fait il y en a plus, donc débrouille-toi. Ça marche pas. Moi je viens d'un territoire où sans voiture j'aurais quand même pas fait grand-chose. Y compris on peut pas aller à la gare sans voiture. Et donc ça c'est de l'écologie punitive. Et c'est pas l'écologie telle que les écologistes la conçoivent. Maintenant on subventionne les voitures électriques ? Non. C'est pas vrai. Si, on les a subventionnés un peu moins maintenant. On les a subventionnés et on les subventionne. Vous voyez la nuance. Par exemple, c'est que les budgets des gouvernements successifs, comme vous êtes une spécialiste, ont supprimé toutes les aides directes aux Français sur l'environnement pour rénover son logement, pour changer de voiture. Donc l'État doit être beaucoup plus dans l'aide à l'égard de la population pour permettre la transition écologique, notamment dans l'automobile. C'est la base, l'accompagnement. Sinon, vous piégez les gens. C'est comme quand on dit à des agriculteurs, vos tracteurs polluent, donc maintenant on va augmenter de quelques centimes chaque litre que vous utilisez. Alors ils sont où les tracteurs électriques ? Ça existe ? Non. C'est très cher. Quand vous mettez une fiscalité incitative sur un truc que les gens n'ont pas d'autre choix que d'utiliser, genre la voiture diesel que vous leur avez fait acheter, là c'est très punitif et vous mettez les gens dans une impasse, vous les piégez. Et ça c'est grave. Mais sur la voiture électrique, je suis sûr que vous êtes posé déjà la question, le retraitement in fine des batteries électriques, c'est un sujet écologique. Mais c'est pour ça que nous, on ne dit pas qu'il faut changer chaque voiture individuelle en voiture électrique, avec surtout des gros SUV que tout le monde ne peut pas se payer. Mais d'ailleurs, certains s'endettent beaucoup pour se les acheter. Ça, c'est pas la transition écologique. Non, c'est pas ce que je vous dis. Je vous dis, in fine, même sur une voiture de moyenne gamme, vivre, le retraitement... ça pollue. Consommer, ça pollue. Oui. Vous avez raison. C'est pas à moi que vous allez faire dire le contraire. Donc moi, je ne comprends pas comment, par exemple, on continue à faire de la pub pour des choses climaticides. En fait, soit vous en avez besoin... Par exemple ? Des voitures. C'est-à-dire que soit vous avez besoin d'une voiture, vous l'achetez. Pourquoi, si c'était juste une réponse à un besoin vrai que vous avez, il y aurait besoin d'avoir autant de publicité ? D'ailleurs, de voitures qu'on voit en harmonie avec la nature, qui s'épanouissent avec les arbres et tout ça. Ça, c'est un scandale. Parce que du coup, la publicité, en fait, c'est fait pour quoi ? C'est fait pour donner envie à des gens qui n'en avaient pas vraiment envie, voire pas vraiment besoin, d'acheter quelque chose. Et donc, sur tout ce qui est climaticide, on ne devrait plus faire de publicité. Parce que qu'est-ce que ça fait la publicité ? Ça frustre et ça rend malheureux ceux qui n'ont pas accès aux biens. Et ça fait que d'autres s'endettent très très lourdement. Enfin, les SUV, moi j'entends des gens qui disent on m'a dit que dans mon secteur vraiment les routes étaient pas en bon état. Donc c'est sûr qu'on habite au Kenya ici. Donc j'ai besoin d'un SUV pour la sécurité de mes enfants. Et ils s'endettent 700 €, 800 € par mois de leasing qui les rendent pas plus heureux, qui les rendent plus endettés. C'est pareil avec Shein, c'est pareil avec plein d'autres choses. On donne envie aux gens. En plus, on dit mais c'est pour vraiment, c'est quasiment une mesure sociale. Non, en fait, ça crée du surendettement, de l'achat compulsif et des vêtements dont 75% dorment dans nos armoires sans qu'on les utilise. Donc ça veut dire qu'il faut restreindre la liberté de consommer. Vous êtes au pouvoir, non, vous dites, allez, vous n'avez plus le droit d'acheter des SUV, vous n'avez plus le droit d'acheter sur Chine, ni sur caricatural. Non, je vous pose la question. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Moi, je vous ai trouvé un peu caricatural. C'est pour ça que vous m'avez poussé à l'être. Vous allez vous habituer. Ce que j'ai dit, c'est qu'on ne faisait plus de publicité pour les choses climaticides. Si les gens en ont besoin, ils sauront où les trouver. S'ils en ont pas besoin, on leur a pas donné envie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme produit climaticide à part la voiture ? Je viens de vous parler des vêtements, de par exemple.
75% des vêtements dorment dans les armoires, les gens ne les portent jamais. Et 45% des acheteurs de fast fashion avouent regretter leur achat. Excusez-moi, je trouve que c'est un sujet sociétal. C'est-à-dire que vous bloquez sur Internet les incitations publicitaires. Non, mais ça veut dire pour ces même sites. que quand vous allez sur Chine, n'y allez pas. J'y vais pas. Vous mettez dans votre panier quelque chose. Ça clignote 15 minutes. Il y a un compte à rebours. Vous avez l'impression que si dans les 15 minutes, vous n'avez pas trouvé votre carte bleue mais tous les codes, ça va s'autodissoudre et que vous retrouverez jamais votre article. Ça crée de l'achat compulsif. Alors, vous vous moi, je consulte pas. je vous explique comment ça marche, mais moi, j'y vais pas non plus. Merci. vous à la tête de la France, l'État pour vous est très interventionniste. Quel rôle a-t-il dans la planification et dans la transition écologique? Stratège, investisseur, régulateur, arbitre? Tout ça en même temps, on ne va pas Décideur. choisir entre l'un ou l'autre, ce serait une grave erreur. Mais ce que je constate aujourd'hui, c'est le cruel manque de prévisibilité. Moi, quand je vais aux rencontres des économistes à Aix-en-Provence l'été dernier, j'arrive avec la conscience parfaite qu'il y a des gens dans la vie qui ont une présomption de crédibilité par principe. Ils ont le beau costume, les bons réseaux, fait les bonnes écoles et les bonnes activités. Et puis il y a ceux, genre les jeunes femmes écologistes du Pas-de-Calais, qui n'ont pas la présomption de crédibilité à la base. Donc j'arrive avec beaucoup d'humilité, prête à m'intégrer dans ce monde de brutes. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir des grands chefs d'entreprise venir voir moi en me disant « Madame Tondelier, est-ce que vous comprenez ce qu'ils font au gouvernement ?» Donc moi je dis non, mais je pensais que c'était vu avec vous. Enfin, c'est pas vu avec moi, c'est sûr. Et c'était le matin où Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui s'occupait de beaucoup d'autres choses d'ailleurs, venait de publier une tribune pour dire moratoire sur les énergies renouvelables. Et tous ceux qui étaient entrepreneurs dans le secteur, voyez-vous, venaient nous voir en disant comment on fait ? Comment on fait avec eux? On ne maîtrise plus rien. Ça, c'est un sujet parce que la base en économie, mais c'est pareil. J'étais avec des maires hier dans l'Aisne, en Picardie, qui me disaient, Madame Tondelier, nous, on s'en sort plus. On n'est pas d'accord politiquement avec eux, mais ne serait-ce qu'en termes de prévisibilité, on ne s'en sort plus. Une collectivité, comme un entrepreneur qui doit projeter des investissements, peut pas se dire à chaque PLF, on peut me supprimer telle aide, tel dispositif. On dit qu'il faut faire du renouvelable, finalement, on dit qu'il n'en faut plus. Il n'y a même plus de loi de programmation de l'énergie, alors qu'on devait en avoir une depuis 2023. Que voulez-vous que je vous dise ? Quel mix énergétique préconisez-vous ? Voilà. Alors moi déjà, je préconise un truc simple, c'est la démocratie. Et donc je considère que Emmanuel Macron ne peut pas comme ça lancer plein d'EPR en construction sans passer par le Parlement. D'ailleurs, le nucléaire n'a jamais été débattu démocratiquement. Et donc moi, j'ai un avis sur la question personnelle. Mais si je suis candidate de la gauche et des écologistes à la présidentielle, ce que je proposerai, c'est de rendre la parole aux Français. Un truc très simple, une convention citoyenne sur l'énergie. On tire sur toute l'énergie. Et vous pensez qu'il serait contre l'énergie nucléaire ? Je pense qu'on tire au sort 150 citoyens. Après ce qui s'est passé depuis la guerre en Ukraine, ils seraient contre le nucléaire. On leur explique les tenants et les aboutissants de manière neutre. Je suis persuadée que les gens en sortent anti-nucléaire. Et je vais vous dire, c'est pas moi, écologiste, qui le dit, c'est la Cour des comptes. La Cour des comptes a fait un rapport, et alors, ni la Cour des comptes, ni moi, ne disons qu'il faut fermer toutes les centrales du jour au lendemain. Il s'est passé l'inverse en Allemagne. Par contre, en reconstruire, personne ne reconstruit de centrale nucléaire aujourd'hui. Non, mais en Allemagne, les Allemands étaient contre le nucléaire. Une fois qu'il a été arrêté, ils ont dit mais en fait, oui, mais en Allemagne, ils seront à 80% d'énergie renouvelable en 2030. Donc je pense qu'on ne va pas donner de leçon de morale à l'Allemagne, parce que voyez-vous, la France, en 2022, quand tous les pays ont dû se fixer des objectifs énergétiques, la France est l'un des pays d'Europe qui s'est fixé l'objectif en termes de renouvelables le plus bas d'Europe. Et c'est le seul pays de toute l'Europe qui n'a même pas été capable de respecter ses engagements. Le bonnet d'âne de l'Europe sur le renouvelable. Sur le nucléaire, pardonnez-moi d'insister, sur le nucléaire, c'est très important. J'allais expliquer quand on m'a posé notre question. J'ai l'impression que vous avez été macroniste pendant quelques années, en fait. Parce que quand le président de la République a annoncé, avant le discours de Belfort, qu'il allait fermer 13 réacteurs nucléaires, vous avez dû applaudir des deux mains. Non, mais c'est pas une centrale ou l'autre. Le sujet, c'est comment on se projette sur l'énergie. Les Verts européens, en 2022, ont sorti une étude qui montre qu'on pourrait, toute l'Europe, pas juste la France, atteindre la neutralité carbone en 2040 et a fortiori en 2050, sans nucléaire. C'est possible. Donc, et ce que je dis aussi, c'est que quand on combat, par exemple, la Russie en Ukraine et peut-être bientôt malheureusement ailleurs, on ne peut pas avoir dans son arsenal que des bombes et des munitions. Il faut aussi de l'autonomie énergétique. Donc votre plan de fermeture sur le nucléaire, il est sur combien de décennies, combien d'années ? Et en France, on est tellement obsédé par le nucléaire que tout, y compris des très très grands groupes qui font un peu de renouvelable, vous diront toutes les bâtons dans les roues qu'on leur met en France à cause du nucléaire.
Et donc ça, c'est des grands chefs d'entreprise du CAC 40 qui le disent. Donc on a un problème. Et sur le nombre de centrales qu'on va fermer, nous sommes pragmatiques. On veut développer au maximum le renouvelable et nous fermerons les centrales une par une dans ce que la production de renouvelables nous permettra. Nous sommes pragmatiques, nous ne sommes pas des candidats du blackout, comme Monsieur Bardella qui passera après moi, qui veut tout miser sur le nucléaire, il veut plus de renouvelables, mais spoiler alerte, les centrales nucléaires, les nouvelles que veut produire Emmanuel Macron, ne seront pas opérationnelles avant 2045-2050. Et donc on fait comment entre les deux, avec nos centrales vieillissantes? On va lui poser des questions. Ça ne marche pas. Et la Cour des comptes le souligne, industriellement et financièrement, ce n'est pas un bon choix. Voilà. Marine Tondelier, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Et ben oui, on va accueillir dans quelques minutes Jordan Bardella. Merci beaucoup, Madame Tondelier. On attend ses réponses. Merci beaucoup.